Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu veux me parler aujourd'hui de cette loi qui va entrer en vigueur ou qui entrerait en vigueur l'année prochaine là, au Canada, la taxe sur les services numériques. Oui, effectivement, c'est une taxe qui serait imposée finalement aux grands joueurs du web là, pour évidemment tout ce qui leur est acheté. Donc, on peut penser à de la publicité là, sur Facebook, Mais Google, il faut pas etc. confondre, on parle pas de l'obligation de négocier le contenu des nouvelles de Meta. Là. C18, c'est les nouvelles. C'est une autre affaire. Il y a aussi des notions de taxation, par exemple, sur les fournisseurs d'accès à Internet, là, Vidéotron, Bell, ça a été discuté à un autre moment. Là, c'est une taxe. C'est une taxe sur les services numériques. Donc, tu es abonné à Spotify, à Netflix, tu achètes de la publicité sur Google, des choses comme ça. Et ça s'applique au-dessus d'un certain seuil de revenus. Là. Donc, toi puis moi, dans notre garage, là, qui faisons 50 000 là, ça nous touche pas. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, Mario, c'est qu'on a découvert, en fait, c'est des analyses qui ont été faites par le directeur parlementaire du budget qui estime en fait que si la loi entrait en vigueur en 2024, comme c'est pressenti que ça pourrait l'être, elle pourrait rapporter sur 5 ans 7,2 milliards de dollars à l'État fédéral, donc gouvernement du Canada. Et donc, un peu sur le ton de tada, tu sais, genre un peu joyeux, tu sais, 7,2 milliards, c'est beaucoup d'argent dans les coffres des Canadiens, etc. Mais la question, c'est est-ce que c'est Spotify qui paye? Est-ce que c'est Netflix qui paye? Ou est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde du Canada qui paye? C'est la question qui se pose, Mario. Puis, ultimement, comme dans n'importe quoi, la taxe, ça va toujours dépendre qui paye. Ça va dépendre de notre capacité à continuer à payer quand le prix augmente, n'est-ce pas? Puis, je pense que 3 % ça va pas faire énormément de différence. Tu sais, est-ce que tu vas te désabonner de Netflix pour 3 % Je suis pas abonné, moi, ça va très bien. Non, mais je comprends. T'es pas abonné de DAZN, toi? Oui. On en a déjà parlé. Bon, si ça augmente de 3 % Mario, tu vas pas changer ton fusil d'épaule puis dire je me désabonne. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça va prendre 3 % à Mario, 3 % à Francis, 3 % à tout le monde, et ça va faire dans la somme 7,2 milliards de dollars sur 5 ans. Mais grosso modo, c'est une taxe non pas sur les services numériques, mais sur les Canadiens qui consomment des services numériques. Et pour moi, donc, ce qui est un petit peu absurde dans cette réjouissance, c'est qu'essentiellement, on taxe les Canadiens et non pas les grandes entreprises du numérique. Les grandes entreprises vont être la courroie de transmission entre une nouvelle... Parce qu'on les taxe pas, par exemple, sur leurs profits ou... non, parce que leurs profits sont largement... à l'extérieur. Oui, puis par différents processus de transfert de valeur, là, ils seraient rapportés généralement dans le pays d'origine ou même dans des paradis fiscaux dans certains cas. Mais mon point, Mario, c'est que quand c'est des taux de taxes comme ceux-là qui sont appliqués sur des services qu'on appelle inélastiques, c'est-à-dire dont la consommation varie peu ou pas avec le prix, mais grosso modo, ce que ça fait, c'est que c'est le consommateur qui paye. Donc moi, ce que je lis dans cette nouvelle-là, Mario, c'est que le gouvernement du Canada vient de nous passer un beau sapin de 7,2 milliards de dollars collectivement, puis tout le monde est content. Ouais. Mais en fait... Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait l'idée tout simplement d'appliquer, de les obliger à percevoir la TPS, le TVQ. Ouais. Ça, c'est fait. C'est fait. Mais Mario... Donc ça, c'est en surplus de la TPS puis de la TVQ. C'est un 3 % en surplus, un peu comme la taxe de luxe là, pour les véhicules ou les bateaux. Là, c'est un truc qu'on ajoute en plus, donc le 3 % Puis tu sais, Mario, je vais te dire une affaire là, concernant la taxation justement des services numériques, TPS, TVQ, là, la taxation traditionnelle. Mais ce qu'on a observé, Mario, puis l'enjeu pour lequel on voulait taxer ces services-là, c'était pas pour les punir ou quoi que ce soit. C'était un enjeu d'équité par rapport justement aux fournisseurs d'ici qui, eux, comme c'est des sociétés canadiennes, étaient obligés de charger la taxe. On disait, ben là, comment ça qu'eux, des sociétés étrangères viennent? Et c'est pas un terrain de jeu égalitaire entre les différents acteurs. Mais essentiellement, le 14,975 % que tu payes maintenant sur Google, Netflix, etc., c'est qui le paye? C'est le consommateur. Il n'y a rien vraiment de punitif là-dedans pour la société étrangère, sinon qu'elle a l'obligation de percevoir puis de redonner cette taxe-là. Mais ultimement, dans tous ces ajouts de taxes-là, c'est des revenus additionnels pour l'État qui sont payés essentiellement par les consommateurs sans vraiment que ça impacte la quantité qui est consommée. Et donc, pour moi, tu sais, c'est créatif comme manière d'envisager la fiscalité, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on s'en remette encore une fois à ajouter de la taxation et de l'imposition aux Canadiens qui sont parmi les plus taxés au monde. Le détaillant d'équipements de loisirs extérieurs, de plein air, de chasse, de pêche, Sail, qui se lance dans un nouveau marché.
Je marche sur des œufs, Mario, parce que je trouve que c'est une belle entreprise, OK? Je trouve ça le fun, Sail, tu sais, j'y vais. Moi qui suis pêcheur, quand je vais dans le département de la pêche, j'ai le vertige. Ils ont tellement tout, là. Je vois chacun des petites affaires, puis je me dis, ça pourrait mordre, ça pourrait mordre, et je développe un vertige. C'est pour ça que, comme je te dis, je suis hésitant. Mais après, bon, ils ont lancé ces jours-ci une nouvelle plateforme qui s'appelle Resale. Bon, on se passera sur la langue française, mais S-A-I-L. Donc, revente, mais avec du sale comme leur sale à eux, oui, je comprends. Et l'idée, essentiellement, c'est de permettre à des particuliers comme toi et moi de revendre des articles potentiellement usagés. Mais juste dans leur secteur, là, plein air. Exact. Puis là, il y a des exclusions, donc tu peux pas tout vendre. Et donc, Mario, en bon journaliste de terrain que je suis, là, je blague, mais je suis allé sur le site en me disant, j'ai commandé un manteau récemment sur Internet, il est trop petit, je vais le revendre, la marque Spider. Là, bon, c'est un beau manteau, mais il me fait pas, puis je vais le revendre. T'as grossi? J'ai pas grossi, j'ai pris trop petit. J'étais optimiste. OK. J'étais optimiste sur mon régime. Tout ça pour dire... Oui, excuse-moi. Oui, continue. C'est une catastrophe, honnêtement. Puis, tu sais, moi, j'achète et je vends... Qu'est-ce que tu veux dire, une catastrophe? J'achète et je vends régulièrement sur Marketplace. Puis, tu sais, je suis pas un grand fan de Facebook. Mais, tu sais, à une époque, Mario, je vendais et j'achetais des trucs sur Kijiji. J'ai toujours aimé ça, moi, les ventes de garage. Je comprends, mais pourquoi ça marche pas, ça? Écoute, c'est tellement compliqué, là. Écoute, j'étais rendu à la 3e page. Il fallait que je scanne un code QR avec mon téléphone pour aller prendre des photos. Puis là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Fallait que je certifie des affaires. Fallait que je prenne des photos du tag parce que j'avais dit que c'était un œuf. Puis là, tu sais, il faut que tu sélectionnes la marque, puis le nana. Puis écoute, il y a tellement de boutons à cliquer, puis d'affaires. Il y a tellement d'étapes avant de mettre le truc en ligne. Puis une fois que tu as fait tout ça, là, je me suis épuisé. J'étais épuisé. Puis non seulement, je me suis même pas rendu au bout, mais une fois que tu as fait tout ça, il y a quelqu'un de leur bord qui va vérifier que ton post est correct. C'est comme, fait que là, tu vas attendre. C'est un petit peu fou, là. Honnêtement, je veux dire, je veux bien, mais c'est un marché qui est déjà très saturé. Puis j'ai quand même fait quelques petites recherches. Mais tu sais, à une époque, là, bon, je te dis, moi, j'utilisais beaucoup Kijiji. On connaît eBay, les gens qui utilisent parfois Craigslist, des trucs comme ça. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle, les petites annonces au Québec? Les packs? Les packs, oui, non, mais ce que je te dis, là, c'est un marché quand même occupé, on va se le dire. Et donc là, Marketplace, qui est la solution de Facebook, elle bénéficie quand même du fait que beaucoup de consommateurs potentiels soient là. C'est rendu le numéro 1, je pense, de loin. Là. Et c'est très difficile de trouver les parts de marché dans ce milieu-là, Mario, parce qu'il ne s'est pas divisé par géographie, etc. Sauf que ce qu'ils essayent de jouer, c'est qu'ils sont dans un secteur. Là. Ils sont d'une bannière dans le secteur du plein air. Mais je vais te dire une affaire. En tout cas, moi, j'ai quand même développé une certaine compréhension de ce qu'on appelle des places de marché à deux côtés, le two-sided marketplace en bon français. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que tu aies des produits à vendre. Puis pour que tu aies des produits à vendre, il faut que pour le vendeur, ça soit super simple. Puis c'est ce que Marketplace, là, je peux te mettre à vendre, Mario, si tu veux ça. Tu prends une photo, tu mets la description, le prix, puis basta, tu es sur Facebook. Tu comprends? Puis là, il y a comme tous tes amis, tous les gens dans le code postal adjacent, tout le monde instantanément le voit. Là, on met 3, 4, 5 niveaux de complexité à parcourir. Quelqu'un qui va vérifier mon post après. Puis tout ça, Mario, sous le prétexte que c'est plus sécuritaire. Comme je te dis, je pense soit qu'ils vont devoir significativement réviser leur processus de parcours client, ou soit ça va pas du tout marcher. Tu n'y crois pas. Et tant mieux qu'ils l'aient essayé, mais je pense que c'est trop peu trop tard. Puis tu sais, par rapport à ce marché-là de forte concurrence, je prédis pas que ça va être quelque chose qui va marcher particulièrement bien. La Banque Scotia qui procède à une série de mises à pied, quand même, une part significative là, de sa main-d'œuvre totale. Oui, puis ça m'a frappé quand j'ai vu la dépêche. Mario, 3% de leurs employés, ils ont à peu près un peu moins de 100 000 employés dans le monde, là, 92 000. Donc, c'est quand même près de 3 000 personnes qui perdent leur emploi. Spontanément, la Scotia va inscrire une charge de 600 millions de dollars sur ses prochains états financiers pour racheter les contrats. Tout ça. Ce qui est intéressant, puis là, donc, j'étais comme, oh my God, ça va très mal. Puis pourquoi ils font ça? Puis moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'amour pour la Scotia, mais passons. Mais ce que j'ai découvert, Mario, c'est en fouillant un petit peu, c'est qu'en ce moment, toutes les institutions financières canadiennes sont en train de faire ça, simplement de manière moins drastique. Hein. Tu regardes les effectifs de la CIBC, de la RBC, de l'ATD, de Desjardins dans les dernières semaines et derniers mois, tout le monde est en diminution. Parce que tout s'automatise. Tout s'automatise. Évidemment, le fait que les taux d'intérêt aient beaucoup augmenté, là, bon, ça coûte plus cher pour les détenteurs mais il y a beaucoup moins d'activité sur le marché de l'immobilier au Québec, au Canada. Ça fait aussi qu'il y a des gens qui payent plus rapidement, les gens qui étaient... Mais tu sais, dans la catégorie tout automatisé, j'ai vu une institution financière, je faisais des recherches pour aider quelqu'un sur des simples certificats de placement garanti, déplacer son argent différent à 6 mois, un an et demi, 2 ans. Puis il y avait un deuxième taux pour quelqu'un qui le fait
tout seul, là, par le service Bien Internet. sûr, bien sûr. Il y avait, je pense, c'est 1/4 de point. Donc, mettons, pour le 1 an, là, t'avais, je sais pas moi, 5 plutôt 4 et 3/4 ou quelque chose. T'avais un taux bonifié si tu faisais tout toi-même. Mettons, tu disais, je veux mettre 5 000, mais là, je prends 5 000, je le mets de mon grand, je dirais, j'achète mon certificat de placement garanti. Je fais tout seul comme un grand, ce qui est quand même... Je vais te donner un demi% de plus de rendement. Ou un Donc, truc comme parce ça, que ouais, le sous-entendu, c'est que tu dérangeras pas un employé pour faire ton petit placement. Non, mais c'est ça. Tu sais, là. un employé de banque, Mario, je salue tous ceux et celles qui nous écoutent, mais ça coûte quand même cher. Là. Tu sais, les employés de banque, ça travaille pas 60 heures par semaine. Il faut donner une chaise, un bureau, un ordinateur. Ça a beaucoup de vacances. Un cellulaire, une cafetière. Tu sais, ça a plein d'affaires. C'est pas des jobs à 12 piastres de l'heure, là, tu sais, ou à 15. Là, je veux dire, c'est des jobs très payants souvent. Et comme tu le dis, ben souvent, c'est le paradoxe. Hein? C'est qu'en même temps, moi, quand je vais... Les rares fois où je vais dans une institution financière, mon Dieu, si je pouvais avoir quelqu'un en face de moi, je serais plus content. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, on coupe. Ce qui fait que quand je vais dans l'institution parce que j'ai un problème, ben il y a personne. J'attends une demi-heure, 45 minutes. Fait que tu sais, c'est un peu le paradoxe. Tu sais, on aurait besoin à des moments plus de monde, mais à d'autres moments, effectivement, ça sert peut-être pas tant d'en avoir beaucoup. Et donc, là, Mais c'est quand même incroyable, je veux dire, en 2023... moi, je pense qu'on est rendu au mois d'octobre. Je pense que j'ai pas mis les pieds dans ma banque. En 2023, depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier. Je pensais en octobre. Depuis le 1er janvier. Non, depuis le 1er janvier, j'essaie de réfléchir. Peut-être que j'ai oublié une fois. Je suis peut-être allé porter un document une fois. Peut-être. Moi, j'y vais plus souvent que toi, Mario, sûrement, mais tu sais, des affaires de traite bancaire puis de remboursement. Justement, remboursement anticipé d'hypothèque, des affaires de même que j'avais besoin de remboursement anticipé d'hypothèque, j'ai fait ça, je pense, l'année passée. Ouais, mais moi, je suis allé en succursale. Bref, ça pour dire, je suis allé en. Mais t'as raison, justement, puis il y a cette transition-là. Tu sais, moi, je paye encore certains de mes fournisseurs par chèque. Là, on riait de moi aujourd'hui, là, plutôt, parce que j'ai envoyé un chèque à quelqu'un. Mais tu sais, pour dire, il y a une transition qui est en train de se faire. Fait que tous tes véhicules sont électriques, même ton pick-up, mais tu payes par chèque. J'aime ça, les chéquiers, je signe. Il y a quelque chose, un acte un petit peu zen là-dedans. Bref, tout ça pour dire, toutes les institutions financières sont en train de tranquillement diminuer la force de. Puis, c'est présage des temps, là, tu dis, bon, numérisation, mais je pense que c'est aussi la période qu'on vit actuellement avec les taux d'intérêt élevés, ça ralentit l'activité de prêt, l'activité, tu sais, de. Mais en plus, les bénéfices des banques, là, ils ont été bons en 2021, 2022, bon, ouais. 2021-22, mais là, je voyais que pour 23-24, les anticipations, c'est nettement moins bon, là, significativement moins bon. Effectivement. Fait que c'est une des façons d'améliorer le bilan, c'est de payer moins de monde à chaque jeudi. Hey, merci, Francis. Je t'en prie. À demain.